Bonjour et bienvenue dans cette interview. Avant de continuer, j'aimerais humblement vous appeler à vous abonner à notre chaîne YouTube Sciences de chez nous pour suivre l'actualité scientifique du Mali et d'Afrique de l'Ouest francophone. Vous n'avez qu'une seule action à poser, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification afin de recevoir chaque fois des nouvelles de Sciences de chez nous. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir le professeur Yuba Sokona, qui n'est plus à présenter. Professeur Yuba Sokona a plus de 40 années d'expérience dans le domaine de l'énergie, de l'environnement et du développement durable en Afrique et a été au cœur de nombreuses initiatives nationales et continentales. Professeur Sokona a animé ce samedi 23 novembre 2024 une conférence dont la thématique était développement durable, changement climatique et transition énergétique en Afrique, comprendre les enjeux et les actions à entreprendre. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Professeur, qu'est-ce qu'on peut retenir en quelques mots de la conférence que vous avez animée le samedi 23 novembre dernier? J'ai essayé surtout à l'endroit des étudiants et des universitaires chercheurs maliens expliquer que dans le contexte des pays de l'Afrique subsaharienne et notamment le Mali, il est extrêmement difficile de faire la distinction entre développement, énergie et climat. Parce que l'entrée des questions climatiques, des changements climatiques, c'est fondamentalement un problème de développement. Ceci n'est pas très bien perçu de la part de nombreux intervenants sur la question du climat. Et la question de l'énergie est au cœur du développement. Parce que sans énergie, il est quasiment illusoire de vouloir améliorer les conditions de vie des populations. Donc ces trois éléments sont fortement imbriqués, on ne saurait les détacher. Quand on les aborde de manière en silo, on ne parvient pas du tout à atteindre aucun des objectifs dans les trois domaines. D'accord, professeur. On reviendra un peu plus en profondeur sur les éléments que vous avez évoqués. Alors, professeur, notre interview va beaucoup s'accentuer sur le Mali. Professeur, est-ce qu'il y a vraiment au Mali un changement climatique ou devons-nous plutôt parler de variabilité climatique dans notre pays? Oui, mais ça, c'est quelque chose qui est totalement dépassé, puisque les travaux scientifiques, et en l'occurrence les travaux du GIEC, il n'y a aucun doute sur la question du climat, du changement climatique. Pour cette année, nous avons connu au Mali et dans les pays du Sahel 2 extrêmes climatiques, c'est-à-dire une vague de chaleur de l'ordre de 50 degrés. J'étais à Caille, les Caïsiens, le ressenti est beaucoup plus que 50 degrés. C'est-à-dire à l'ombre, même à Bamako, on a frôlé les 50 degrés et en même temps, il y a eu des inondations un peu partout. C'est les extrêmes climatiques, c'est-à-dire ce n'est pas du tout de la variabilité climatique. Il n'y a pas du tout d'équivoque là-dessus. Et ceci est lié à l'action de l'homme. D'accord, professeur, parce qu'il y a certains scientifiques qui soutiennent que au Mali, on ne peut pas parler de changement climatique, mais plutôt de variabilité climatique, puisque quand on parle de changement climatique, c'est sur de longues durées des siècles, mais pour ces scientifiques-là, c'est plutôt, au Mali, on vit plutôt les variabilités climatiques. Ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire, j'aimerais bien avoir une confrontation avec ces scientifiques. Ça fait pas du tout l'ombre d'un doute. Il est vrai que nous disposons de très peu d'informations parce qu'il y a peu de recherches effectuées au Mali. Cependant, les travaux récents du GIEC indiquent clairement que les températures moyennes dans le cadre du Sahel vont au-delà de 1,5 degré. C'est-à-dire incontestablement, il n'y a pas d'équivoque. On a tous les éléments qui permettent d'attribuer les épisodes que l'on connaît actuellement au changement climatique. Vous l'avez évoqué, au Mali et dans le Sahel, on remarque que plus il fait chaud, plus il pleut. Ça, c'est un constat, ce qui peut être bénéfique pour l'agriculture, parce que plus il pleut, plus c'est bon pour l'agriculture. Alors, le réchauffement climatique pourrait-il avoir des avantages pour les pays sahéliens? Il faut faire attention, il y a les extrêmes climatiques. C'est pas uniquement la pluie, c'est des pluies diluviennes
qui ont causé énormément de dégâts. C'est-à-dire qu'il y a eu des pertes de vie humaine, il y a eu un dégât énorme dans le domaine de l'agriculture, et c'est des pluies qui sont des pluies exceptionnelles, qui créent énormément de problèmes. C'est pas comme une pluie ordinaire. C'est-à-dire, on connaît avec les changements climatiques des épisodes extrêmes. Quand je l'ai indiqué tantôt, on a connu des vagues de chaleur extrêmes et qui vont de plus en plus se multiplier si on ne prend garde. Et on va connaître également des fortes pluies, c'est-à-dire qui sont des pluies beaucoup plus dommageables, qui ne sont pas du tout bons pour la récolte. Alors, professeur, on revient un peu à votre conférence que vous avez tenue le samedi. Vous décrivez le climat, l'énergie et le développement comme des priorités interconnectées. Pourtant, au Mali, où les besoins du développement restent pressants, certaines voix affirment que ces liens ne sont pas aussi directs, notamment dans le contexte où le développement économique prime. Comment répondez-vous à cette critique? Il suffit tout simplement de regarder les chiffres en face. La consommation d'électricité par tête d'habitant au Mali, ou de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire le Mali est à peu près dans cette moyenne-là, ben ça fait 180 kWh par personne et par an. Avec 180 kWh, qu'est-ce qu'on peut faire? Juste pour donner quelques éléments de comparaison, un pays comme le Brésil, il y a 2500 kWh de consommation d'électricité par an. On peut faire un certain nombre de choses avec ça. On peut faire de la production, on peut aller au-delà des besoins élémentaires avec ce type de... Et quand on regarde un pays comme la France, ça fait 7500 kWh. Ne parlons pas des États-Unis qui fait au-delà de 13 000 kWh. Et tant qu'on n'augmente pas la consommation énergétique, je ne parle pas uniquement de l'électricité, la consommation énergétique, on peut absolument faire. L'économie est au ralenti avec le problème que l'on connaît avec le secteur de l'électricité. Il n'y a pas de dessin à faire, on n'a pas besoin d'avoir fait MIT, on n'a pas besoin de sortir de Harvard pour se rendre compte de l'importance de l'énergie. C'est-à-dire tous les Maliens se rendent compte de l'importance de l'énergie. Au moins, les problèmes d'électricité ont attiré l'attention de la plupart des populations sur cet aspect. Prenons le secteur agricole. Nous disposons d'énormément de superficies de terres arables, de possibilités de développement agricole. Prenez la zone de l'Office du Niger, on n'a jamais allé au-delà de 80 à 100 000 hectares. Un des gros problèmes du développement de l'agriculture, de la transformation de l'agriculture, c'est l'énergie. C'est-à-dire, il y a très peu de terres, et je pense que je n'ai pas les chiffres en tête, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a plus de 7 à 5%, 5 à 7% de terres agricoles qui sont irriguées. L'irrigation, c'est quoi? D'une certaine manière, c'est l'énergie. Bon, il n'y a pas de dessin à faire. C'est-à-dire, tant qu'on ne met pas, et quand on regarde au plan international, y compris la Convention climat, ben, c'est une convention qui a été initiée par les pays industrialisés. Et à la base de la Convention climat, en arrière-plan que beaucoup d'experts du Sud ne comprennent pas, c'est la sécurité énergétique pour les pays industrialisés. C'est eux qui ont proposé la Convention climat et leur intérêt essentiel était la sécurité énergétique. Juste après les 2 chocs pétroliers. Et on est sur cette trend-là, on est sur cette perspective jusqu'à présent. Et tant que nous ne situons pas la problématique du développement au cœur des questions du climat et au cœur des questions de l'énergie, ben, on aura des difficultés à s'en sortir. Et quand on regarde au plan international, ben, tous les points chauds, là où il y a des conflits les plus importants, ben, c'est pour le contrôle de l'énergie. Alors, professeur, lors de votre conférence, vous critiquez l'incrémentalisme, mais certains experts affirment qu'une transition énergétique radicale pourrait engendrer des perturbations économiques graves pour des économies déjà vulnérables. Pourquoi privilégiez-vous cette approche au détriment de la stabilité économique? Je n'aime pas le terme transition énergétique, surtout dans le contexte africain. Pourquoi? Ça s'est imposé parce que nous n'avons pas défini notre système énergétique. Nous n'avons pas défini encore, c'est-à-dire le modèle, le système énergétique n'est pas encore défini. Nous construisons notre système énergétique. Mais il y a une transition énergétique à opérer au Mali qu'on n'adresse pas du tout. C'est celle de s'affranchir de l'utilisation du bois, du charbon de bois pour faire la cuisine.
là, il y a réellement un besoin de transition énergétique, c'est de passer à la cuisson électrique. Parce qu'on est en train de tout détruire. On est en train de dévaster, de tout détruire. La biodiversité, le couvert végétal, le gagne-pain de la plupart des populations, sans compter également les effets induits du fait de faire la cuisine avec le bois et le charbon de bois, avec l'impact sur la santé, l'impact sur la productivité agricole. Là, il y a un besoin de transition énergétique. Les autres secteurs, comme je l'ai indiqué, nous avons une consommation énergétique les plus faibles au monde. Et sans énergie, on ne peut absolument rien faire. Et le secteur productif est totalement compromis. Et quand on regarde, on se promène dans la plupart des villes à Bamako et ailleurs, les gens ne font que vendre, on ne produit pas. Et la production veut dire l'électricité, ça veut dire l'énergie. Et tant qu'on n'augmente pas les consommations énergétiques, c'est-à-dire dans le jargon anglo-saxon, ce qui oppose la question de la transition, c'est le jump starting, c'est-à-dire faire un saut en avant, rentrer dans la modernité, et dans la modernité énergétique. Ça veut dire que non pas seulement avec un changement de système énergétique, des sources d'énergie, mais le système énergétique également à opérer. C'est-à-dire qu'ils font qu'on a la possibilité d'avoir des systèmes beaucoup plus intelligents qui s'affranchissent d'un modèle centralisé qui est un modèle exclusif. On a un modèle inclusif. Ça veut dire également réfléchir sur le cadre institutionnel même du secteur de l'énergie. Ça va assez loin, qui est beaucoup plus lié au contexte du développement, mais malheureusement le terme, le vocable transition s'est imposé. On le comprend pour les pays industrialisés, qui attendent la fin du cycle du système qu'eux ils ont défini pour évoluer vers un autre système. Les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Les Européens notamment, ils viennent en Afrique pour essayer de voir quelles sont les possibilités pour eux d'exploiter de produire l'hydrogène pour l'Europe et non pas pour l'Afrique. On a à peu près actuellement dans les projets quelque chose comme 60 milliards d'investissements pour la production d'hydrogène, mais c'est pour exporter en Europe. Il n'y a que 10% de cet hydrogène-là qui va peut-être servir à l'Afrique, alors que dans les mêmes pays africains, on a la possibilité de les produire. On manque drastiquement d'électricité, de production d'électricité, on manque drastiquement d'accès à l'électricité. Alors, professeur, avec des contraintes budgétaires importantes, comment le Mali peut-il financer c'est vrai que vous l'avez dit, vous n'avez pas le thème transition énergétique, mais comment est-ce que le Mali peut financer ce saut en avant pour pouvoir augmenter, sans forcément augmenter sa dette? Je crois que un des gros problèmes de la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, c'est que on a un problème structurel sur le système et le modèle énergétique que nous avons hérité du système colonial qu'il faut repenser. À un moment donné, dans les années 80, la Banque mondiale était venue et dans tous les pays africains, on a privatisé tout le secteur de l'électricité, ce qui n'était pas du tout intelligent dans la mesure où l'infrastructure de base n'existait pas. C'est-à-dire, quand on est dans un système où un maximum de 40% de la population a accès à l'électricité, je ne parle pas d'énergie ici, accès à l'électricité, ça veut dire que l'infrastructure de base n'est pas en place. Si cette infrastructure de base n'est pas en place, ce n'est pas le secteur privé qui va venir faire en sorte que développer l'infrastructure pour que la majorité y ait accès. Quand le système est en place, le secteur privé a un rôle à jouer, mais il ne peut pas le faire. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis, du coup, toutes les entreprises, y compris l'EDM qui avait été privatisé, ont été repris et mis sous la scarcelle de l'État. Il est vrai que les pays africains, surtout de l'Afrique subsaharienne, se sont fait piéger avec les programmes d'ajustement structurel, avec également la dette. Parce que quand on regarde le budget de ces pays-là, un des premiers éléments, c'est le paiement du service de la dette, pas de la dette encore. Ceci fait que tant que
on ne règle pas ce problème, on aura des difficultés à pouvoir orienter les ressources disponibles à quelque chose de beaucoup plus conséquent. Mais ceci constitue une contrainte, il faut faire avec, il faut réfléchir sur quel modèle. C'est-à-dire qu'il faut s'affranchir du modèle dominant, réfléchir et contextualiser, parce que chaque pays constitue un contexte particulier. Je n'ai pas les éléments qu'il faut du contexte malien, que je maîtrise très peu, parce que j'ai vécu assez longtemps à l'extérieur du Mali, et au Mali, on ne dispose pas d'informations, on ne dispose pas d'études, on ne dispose pas d'analyses qui permettent de réfléchir sur la question, et en fonction du contexte et en fonction des différents éléments, de réfléchir sur quel modèle est-il possible d'avoir pour un pays comme le Mali. Nous avons mené une réflexion il n'y a pas longtemps pour l'ensemble des pays, et il y avait quelques informations sur le Burkina Faso. Je pense que la situation du Mali est à peu près pareille que celle du Burkina Faso. C'est des pays continentaux qui ne disposent pas de ressources énergie fossiles pétrolières, dont la consommation d'électricité est relativement faible et le réseau est relativement pas du tout bien développé. Dans ces pays-là, on peut avoir une approche où le solaire peut jouer un rôle assez important, mais on peut le faire par palier. C'est-à-dire ceci, l'énergie solaire a l'avantage qu'on peut le faire de manière progressive. Ça peut être fait également avec une certaine flexibilité dans la mesure où on n'a pas besoin de réseaux de distribution, de réseaux de transport. Ceci ne peut se développer qu'en repensant également le cadre institutionnel du secteur de l'électricité. C'est-à-dire dans un tel contexte, une institution comme Énergie du Mali n'a pas de viabilité. C'est-à-dire ça peut jouer un rôle là-dedans, et à côté de cela, vous, moi, n'importe qui peut être à la fois un producteur et un consommateur. Moi, chez moi, depuis 4 ans, tout fonctionne à l'électricité solaire. C'est-à-dire je suis totalement autonome depuis plus de 4 ans. Je n'ai pas pris un seul kilowattheure à EDM. Il se trouve que j'ai la possibilité de produire beaucoup plus, puisque mon système a été dimensionné de telle sorte que ne pas avoir d'écart. Donc, j'ai une capacité de produire beaucoup plus que mes besoins. Malheureusement, le cadre institutionnel ne me permet pas de l'injecter sur le réseau, et ça ne me permet pas également de faire bénéficier mes voisins. Donc, il faut repenser tous ces systèmes-là. Il n'y a pas de bâton magique, il faut avoir les différents éléments, et à partir de ces différents éléments, on peut avoir des perspectives de sortie. Il s'agit bien ici. Je peux esquisser. Je sais également que quand on prend une institution comme Énergie du Mali, la production d'électricité, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je sais qu'il y a une subvention de l'État. C'est une subvention à partir du carburant. Imaginons qu'une partie des subventions, c'est-à-dire mettons 20% ou 30% ou 10% des subventions, que l'État décide de travailler avec un certain nombre de banques, prendre 10% des subventions, mettre dans les banques, et demande à tous ceux qui ont la possibilité d'investir dans le solaire. C'est surtout les gros consommateurs domestiques qui vont le faire, ceux qui ont les moyens, et à condition qu'ils puissent, et ils vont avoir accès à un emprunt au niveau de la banque, parce que pour beaucoup, le coût initial est relativement élevé. Donc l'État met cet argent-là dans des banques et donne la possibilité à ces gens-là d'avoir accès à un prêt bancaire à taux zéro, à condition qu'ils puissent rembourser dans 1 an ou 2 ans maximum. Donc, on peut utiliser une partie de cette subvention de carburant pour impulser une nouvelle dynamique et réduire la demande sur l'énergie du Mali, ce qui permet à terme d'éliminer ces subventions-là et de faire en sorte que la majorité des populations puissent avoir l'électricité. Mais ça, c'est un schéma qu'il faut analyser, qu'il faut voir. Il y a pas mal de possibilités, il y a pas mal de perspectives, mais un problème structurel, on ne peut pas apporter une réponse conjoncturelle. C'est-à-dire, on va droit au mur. C'est-à-dire, on résout le problème à un moment donné,
ben, on ne fait qu'une chute en avant. Je pense que c'est ce qu'on a fait pendant des années et actuellement, ben, ce n'est plus possible. Je pense qu'avec lucidité, il faut regarder les choses en face et il y a un certain nombre de pistes ben, qu'il faut, entre lesquelles ben, j'ai esquissé un des aspects ben, qu'il faut voir. Je pense que vous avez survolé un peu toutes les autres questions. Alors ici, si on comprend bien, il s'agit ici bien d'une volonté politique pour pouvoir changer les choses, c'est ça? Sans la volonté politique, c'est quasiment impossible de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, quel que soit le type de difficulté auquel on est confronté, il y a 4 éléments essentiels qui sont fortement imbriqués. Lesquels? Le premier, c'est un leadership avec une vision assez claire de là où on veut aller. Si on veut résoudre le problème de l'électricité, on veut résoudre le problème de l'énergie, ben, il faut un leadership avec une vision assez claire. Et le second aspect là-dessus, c'est-à-dire il faut une innovation institutionnelle, parce que le cadre institutionnel dans lequel on réfléchit, on travaille, on opère, n'est plus adéquat à pouvoir prendre en charge ben, ce type de préoccupation. C'est-à-dire c'est ce cadre institutionnel, cette innovation institutionnelle, c'est-à-dire qui met ensemble une partie du politique, une partie des scientifiques, une partie des praticiens, c'est-à-dire qui se saisissent de cette vision et traduisent en action concrète. Le troisième élément, c'est de mobiliser les ressources. Quand on dit ressources, beaucoup de gens pensent à l'argent, c'est sur les ressources humaines. Les compétences, essayer de déceler les compétences humaines qui existent un peu partout. C'est-à-dire, on peut mobiliser des Maliens un peu partout à travers le monde qui vont se prêter et puis qui vont apporter, qui seraient heureux d'apporter une contribution aux difficultés auxquelles on est confronté. Et le quatrième élément, c'est le plus difficile, c'est avoir la possibilité de pouvoir concilier et de pouvoir naviguer de manière permanente entre l'immédiateté, parce qu'il y a un certain nombre de problèmes pressants qui se posent, et en même temps se projeter sur le long terme. C'est ce qui permet de sortir du conjoncturel et régler les problèmes de manière structurelle sur le long terme. Voilà à peu près certains éléments sur lesquels il faudrait que l'on essaie de réfléchir. Professeur, votre dernier mot, votre mot de fin, peut-être à l'endroit des autorités politiques ou à l'endroit des scientifiques maliens? Il faut mobiliser l'ensemble des compétences existantes. Dieu seul sait, il y en a au Mali. Il y en a au Mali, à l'intérieur et à l'extérieur. La preuve, lors de la conférence du samedi, il y avait quelque chose comme 60 à 70 universitaires, scientifiques et chercheurs maliens à travers le monde qui ont assisté à la conférence, avec lesquels on a interagi. Certains des États-Unis, du Canada, du Japon, de l'Europe. Donc il y a la possibilité de mobiliser toutes les compétences possibles. Merci beaucoup, professeur. Comment avez-vous trouvé l'interview? Je n'étais pas préparé. J'espère que ce sera utile. Merci beaucoup, professeur. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous encore dans une prochaine interview. Sur ce, à très bientôt.